Les médicaments psychotropes sont devenus l'un des traitements les plus courants pour les troubles anxieux et la dépression, mais ces médicaments ne réussissent pas vraiment à guérir les gens. Ils deviennent souvent une béquille pour les personnes qui se retrouvent psychologiquement handicapées à vie. Heureusement, il existe des moyens alternatifs pour traiter l'anxiété et la dépression. Dans cette vidéo, nous ferons référence à l'un des plus grands psychiatres de l'histoire, Carl Jung. La classe dirigeante croit fermement que les troubles anxieux sont causés par des changements dans le cerveau. Malheureusement, la plupart des médecins ordinaires adhèrent encore à ce dogme et nuisent à leurs patients, car notre époque produit ces patients en masse. Presque tous ces patients ont été convaincus par le dogme médical que leurs maladies ont une origine physique. Jung soutenait que la plupart des cas d'anxiété et de dépression ne sont pas causés par un cerveau défectueux, mais par un mode de vie défectueux. Par conséquent, au lieu de prescrire des médicaments en première intention, il offrait un éclairage psychologique. Il affirmait qu'il est essentiel de comprendre ce que la vie réserve et quel est le prix du changement pour se rétablir. Beaucoup de gens pensent que la vie doit être facile, que la douleur doit être minimisée et que les difficultés doivent être évitées. Mais Jung disait la vérité à ses patients. Il leur disait que la vie est difficile et que le confort et la paix ne sont pas notre état naturel. Il est hautement improbable qu'il existe une thérapie qui élimine toutes les difficultés lors de l'analyse. Les difficultés sont nécessaires pour la santé. Ce qui nous importe ici, c'est seulement l'excès de difficultés. Accepter que les difficultés sont inévitables et que rien de précieux ne vient facilement, nous ancre dans la réalité. Quand nous comprenons que la vie est difficile, nous voyons qu'il faut renforcer notre caractère pour bien vivre. En revanche, nous renonçons à l'effort de surmonter notre faiblesse si nous entretenons l'illusion que la vie doit être facile. Au fil du temps, nous pensons que tout se réglera tout seul. La vie est un champ de bataille. Elle l'a toujours été et le restera. Si ce n'était pas le cas, l'existence cesserait. Une autre perspective psychologique que Jung juge essentielle est que nos problèmes persistent aujourd'hui et ne peuvent être résolus en s'attardant trop sur le passé. Beaucoup de gens se replongent dans le passé à la recherche de la question « Pourquoi suis-je ainsi ?» Ils trouvent d'abord la réponse, puis pensent pouvoir aller de l'avant. Cependant, trop s'attarder sur le passé est souvent une méthode d'évasion. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est éviter les démarches difficiles. Les gens doivent comprendre que non seulement les névrosés, mais tout le monde, évitent naturellement de chercher en eux-mêmes la cause de leur malaise et souhaitent l'éloigner autant que possible dans le temps et l'espace. Sinon, ils doivent essayer de changer pour le mieux. Comparé à ce risque dégoûtant, il semble infiniment plus avantageux de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou de supposer que cela est né spontanément dans la petite enfance, même si la faute est indubitablement la leur. Après avoir donné ces éclairages psychologiques, Jung se tourne vers l'aide apportée à ses patients pour affronter ce qu'il appelle l'ombre. La première condition de toute méthode psychologique solide est que l'esprit conscient confronte son ombre. L'ombre est la partie que nous essayons de cacher, tant aux autres qu'à nous-mêmes, lorsque nous la refoulons et la repoussons hors de la conscience à cause de la honte, de l'insécurité ou de la pression sociale. Il ne fait aucun doute que les gens sont généralement moins bons qu'ils ne le pensent ou ne le voudraient. Chacun porte une ombre, et plus cette ombre reste en dehors de la vie consciente, plus elle devient sombre et dense. Selon Jung, confronter l'ombre est très important pour se transformer soi-même. Parce que nous n'avons aucune chance de contrôler nos faiblesses que nous n'acceptons pas consciemment, ces aspects déterminent quand et comment ils surgiront sans notre consentement. Mais si la faute est reconnue dans la conscience, nous pouvons en contrôler la manifestation et en minimiser les dégâts. Tout ce qui est connu de l'esprit conscient peut être corrigé, mais tout ce qui s'échappe à la conscience échappe à toute correction. Cela est voué à dégénérer tant que cela reste intact.
Heureusement, la nature veille à ce que le contenu inconscient déborde finalement dans la conscience et crée le chaos nécessaire. De plus, l'ombre ne concerne pas seulement les faiblesses. Elle inclut également certaines qualités fortes que nous avons réprimées dans notre enfance parce qu'elles avaient été à tort étiquetées par notre environnement ou la société. Par exemple, il se peut que certaines personnes aient réprimé leur colère ou leur capacité à se défendre. Lorsque l'ombre est amenée au niveau de la conscience, nous pouvons également retrouver l'accès à des potentiels qui peuvent ajouter vitalité et force à nos vies. L'ombre est un peu plus basse, primitive, incongrue et incomplète. Elle n'est pas entièrement mauvaise. Elle contient aussi des qualités qui peuvent dynamiser et embellir la vie humaine. Mais la convention l'en empêche. Pour rendre l'ombre consciente, nous pouvons observer les faiblesses, les défauts et les insécurités des personnes qui nous entourent. Car la plupart du temps, nous avons réprimé des caractéristiques similaires. Il est également important de prêter attention aux défauts chez autrui qui nous dérangent particulièrement. Nous pouvons y voir le reflet de notre propre ombre. De plus, remettre en question les motifs derrière nos comportements honteux et accepter une autocritique appropriée est l'une des manières efficaces de confronter l'ombre. Avec un peu d'autocritique, une personne peut entrevoir son ombre. Parallèlement à l'amener à la conscience, une autre étape importante dans l'approche thérapeutique de Jung consistait à accompagner ses patients dans la recherche de sens à la vie. Car Jung soutient que quelqu'un qui lutte contre une profonde dépression ou un trouble anxieux intense doit sentir qu'il est un acteur dans le jeu divin de la vie pour se rétablir. Jung donne l'exemple d'un chef pueblo qu'il rencontra au cours de la première moitié du XXe siècle. En expliquant les coutumes de sa tribu à Jung, le chef déclare « Oui, nous sommes une petite tribu. Mais ces Américains veulent interférer avec notre religion, ils ne devraient pas le faire, car nous disons que nous le trouverons avec les fils du Père Soleil. » Dans cette tribu, la névrose, le trouble anxieux ou la dépression ne sont pas endémiques. Ils ne prennent pas de médicaments chaque jour. Ils ne sont pas prisonniers d'addiction. Ils voient la vie comme des acteurs qui assument leurs responsabilités sur la scène divine. Leur vie est pleine de sens et de but. Ces gens n'ont aucun problème. Leur quotidien est symbolique. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils commencent la journée avec un grand et sacré sentiment de responsabilité. Ils sentent qu'ils sont les fils du Père Soleil. Ils doivent soulever le Père au-dessus de l'horizon chaque jour. Il faut les voir pour soi-même et pour le monde entier. Ils possèdent un honneur naturel. Jung compare ce mode de vie à celui d'une femme occidentale. Cette femme court d'un endroit à l'autre, voyage constamment, cherchant toujours quelque chose, sans jamais trouver ce qu'elle recherche vraiment. J'ai été stupéfait en regardant dans ses yeux. C'étaient les yeux d'un animal chassé ou acculé, toujours en quête, toujours à la poursuite de l'espoir, des yeux hantés par quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle vit une vie dénuée de sens. Sa vie est complètement et extrêmement banale. Elle n'a aucun but. Si elle devait mourir aujourd'hui, rien ne se passerait, car elle ne serait rien. Cette recherche incessante se répand chez de nombreuses personnes en Occident. Certaines fuient d'un pays à l'autre, d'autres recherchent de nouvelles relations. Certaines poursuivent l'argent, le prestige, la célébrité ou l'approbation sur les réseaux sociaux. Tous ont en commun une volonté sous-jacente d'échapper au vide du non-sens. Ce vide ne peut être comblé par des substances ou des expériences, mais il peut être comblé par le sentiment d'avoir fait une différence dans le monde. À propos de cette femme occidentale, Jung dit « Mais si je pouvais dire « Je suis la fille de la lune », et chaque nuit, je dois aider à hisser ma mère, la lune, au-dessus de l'horizon, oh, cela change tout, alors elle vivra. Alors, sa vie aura un sens. Ce sens est permanent et valable pour toute l'humanité. Quand les gens se voient comme des acteurs dans le drame divin, ils trouvent la paix. C'est la seule source de sens pour une personne. Tout le reste, la carrière
élever des enfants, et comme la levure. De plus, avoir une vie pleine de sens prime sur tout. Jung ne dit pas que nous devrions tous adopter la mythologie Pueblo, mais il souligne que beaucoup souffrent parce que leur vie n'a pas de sens. Il insiste sur le fait que, pour se débarrasser de l'anxiété ou de la dépression, il faut trouver une manière de donner un sens à sa propre existence. Tout comme le natif Pueblo, nous devons savoir que nous jouons un rôle sur la scène divine de la vie. Certains y parviennent en travaillant pour des valeurs telles que la justice, la liberté ou le service à la société. D'autres y arrivent par l'action créative. Faute d'une mythologie commune dans l'Occident moderne, nous devons entreprendre cette tâche nous-mêmes. Les quelques-uns qui y parviennent voguent vers un avenir épanouissant. La majorité, qui échoue, perd ses années dans une douleur insensée et une recherche sans fin. Enfin, Carl Jung affirme qu'il n'est intéressé que par la réalisation de ce que chaque individu porte en lui. C'est le seul problème. C'est le véritable problème Pueblo. Aujourd'hui, je dois faire tout ce qu'il faut pour que mon père se lève au-dessus de l'horizon.